que l'histoire est liée au temps. Et pour sortir du karma, on sort du temps. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que. C'est ça. Le nirvana, c'est hors du temps. Voilà. Le temps n'existe pas. Oui. D'ailleurs, c'est une illusion de penser que le temps existe. Donc l'histoire serait une illusion. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Un point de vue de sagesse, C'est ton plus de débat. Si on se place du d'un coup, point de je vue, sais pas, mais voilà. c'est un asiatique. Non, je ne dirais pas. Alors oui. Je ne rentrerai pas dans une conclusion aussi facile comme ça. De dire que l'histoire n'existe pas. Non, c'était un petit peu. Bien, le temps n'existe pas. Le temps, en tant que principe, existe. On pourrait dire que le temps n'est pas disproportionnellement égal partout. On peut le dire. Mais dire l'histoire, c'est quoi d'abord? L'histoire, c'est ce qui reste après mon passage. Alors, est-ce que moi, quand je passerai, ceux qui vont raconter mon passage vont rapporter les choses telles que je l'ai vécues? C'est ça le grand problème. Et ça, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, mais non. C'est pas l'histoire elle-même. C'est pas l'interprétation des faits, en fait. C'est comme la culture. Si on prend la culture dans sa logique naturelle, c'est bien la culture. La culture commence à devenir dangereuse lorsqu'elle est mal enseignée. Il fallait qu'en France, on arrive à la Révolution française. D'où j'entends certains disent la remortance. Donc nous, on nous a appris que c'était la Renaissance, mais les gens disent que c'est la remortance. C'est-à-dire c'était le moment où la France commençait maintenant à mourir au lieu de se réveiller. Au départ, les choses gardent leur sens naturel, le sens le plus propre. Mais c'est avec le temps, ceux qui incarnent ce pouvoir, ce sont ceux-là, il faut d'abord les voir. C'est comme on dit, le forgeron, quand il fabrique sa couronne, il fabrique une belle couronne pour un bon roi, une belle reine. Mais le problème, c'est la tête de la personne que le forgeron va placer sa couronne. Mais s'il place sa couronne sur la tête d'un barbare, puisque le barbare devient roi, il fait sa tyrannie. Donc, en quelque sorte, nous sommes une partie de quelque chose qui existe quelque part, qui interpelle notre conscience à ce que nous disons la vérité, au lieu de continuer d'être dans le mensonge. Le grand problème, c'est là. Le mal, c'est le mensonge. Un mensonge qu'on place aujourd'hui peut faire du scandale dans les millénaires après. Regardez tous les mensonges que nos ancêtres ont sémés hier. C'est nous que récoltons le fruit aujourd'hui. C'est ça. C'est pour cela que lorsqu'on parle de si l'histoire avait tort de rater mon existence, c'est parce qu'il y a eu un mensonge planté. C'est une ligne ratée de notre existence. Maintenant, le grand problème aujourd'hui, est-ce que nous qui sommes là actuellement, on doit continuer dans ce même mensonge pour faire perdre les sociétés à venir, ou on doit retirer, on modifie un peu le tir pour que les générations qui viendront soient un peu heureuses. Parce que nous avons la possibilité, nous en tant que vivants, de corriger le passé. Mais si nous continuons sur les mêmes bases, à être des machines, quelques intelligences cachées dans l'ombre, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'est-ce que je propose alors? Comme je l'ai dit dans mon exposé, j'ai eu une petite expérience. Et vous aussi, vous avez une petite expérience. Si ensemble, on peut écrire le nouveau livre de notre histoire sur des bases de la vérité, je pense que ça pourrait résoudre les choses. Mais s'il n'y a qu'un livre qui est là, qui commande tout, et que tout le monde doit obéir, tout à l'heure, on sort d'une conférence où on jette toujours la responsabilité sur autrui. On ne veut pas comprendre que moi aussi j'ai une part de responsabilité dans cet échec. C'est ça le grand problème. Oui, alors vas-y. J'ai une question à vous poser, Étienne. Pensez-vous que l'histoire qu'on apprend aujourd'hui, j'entends dans les manuels scolaires, pensez-vous que, je dirais, cette version de l'histoire, on a raison
a raison de la diffuser et de la rendre obligatoire? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a raison de la présenter comme étant la vérité? Alors là, je vais y répondre. Bonne question. Il me semble, moi je suis assez critique sur la manière dont c'est enseigné. Je ne peux pas penser l'histoire, bien sûr. C'est important quand même pour nos racines, etc. Mais alors déjà, effectivement, on nous enseigne une histoire qui est l'histoire des vainqueurs. Donc il faudrait peut-être plus de diversité. Chaque fois qu'on prend un thème, il faudrait au moins 2 sons de cloche, il y en a plus encore. Mais au moins 2 visions différentes. Faire une étude comparée des différentes visions de l'histoire. Prendre aussi la vision, si on voit la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas des Allemands ou des Japonais, qui n'ont pas la vision des Américains et des Français, ou c'est un exemple. Hein. Et puis peut-être aussi l'histoire peut être un peu lourde, les jeunes n'aiment pas toujours l'histoire. On leur fait apprendre, ça c'est plutôt dans la pédagogie, hein. C'est trop de dates, c'est pas très bien enseigné. Moi je me souviendrai toujours, j'avais un très bon prof d'histoire, il y a longtemps, hein, quand j'étais en seconde je crois, qui me faisait faire des jeux de rôle. Il disait, alors il prenait des élèves, il disait toi tu seras la Russie, toi tu seras l'Amérique. Voilà, et puis alors, en général il prenait des pays qui avaient des noms masculins avec des garçons, des pays qui avaient des noms féminins avec des filles. La France c'était une fille, le Japon c'était un garçon, etc. Bon, comme ça, pour faire un jeu, et puis on faisait des relations, il faisait ça de manière ludique, et on adorait l'histoire, quoi. C'était un jeu de rôle, quoi. Voilà, et on se sentait valorisé et on aimait l'histoire. Alors que si c'est dit comme ça, d'une manière, voilà, des dates qu'on met les unes après les autres, ça peut vite devenir ennuyeux, quoi, et puis on décroche, quoi. C'est une manière aussi de l'enseigner. Alors il y a le problème des contenus, alors là c'est un vaste problème. Plus modestement, je dirais, c'est peut-être compliqué de tout remettre en question au niveau des contenus, mais au niveau de la méthode de l'enseignement, c'est plus simple. C'était sans même parler de remettre en question, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être plutôt cette histoire qu'on diffuse aujourd'hui, cette version de l'histoire, la réserver à ceux qui font la demande de l'apprendre? À partir de l'université, donc ceux qui vont faire la fac d'histoire, par exemple. Au final, est-ce que ce serait pas... Étienne, tu poses ta question à qui? À tout le monde ou seulement je pose la question à tout le monde. C'est une question de réflexion. Alors, ça peut être des réponses du public, oui. Oui, parce que bon, moi je suis parti parce que je m'ennuyais trop. Comment encore difficilement, je pense que on n'est pas venu là pour écouter des vexeurs, excusez le terme. Hein, et même, je connais bien Anissé, mais je n'ai pas apprécié sa manière de faire. Le cours, là, c'était très ennuyeux. Hein, et je pense pas... La manière était ennuyeuse et le contenu discutable. Donc c'était trop, et je t'ai vu en pensant que c'était un espace de dialogue où vraiment ça tournait. Et c'est ce que je souhaite. Ben, ça va le faire. Et là, je prends la parole en espérant que ça change un peu de rythme. C'est la première fois que je viens, alors, je ne sais pas, mais bon. Et je ne sais pas, il y a des choses à faire quand on est dans un groupe de gens comme ça. Ça peut être de faire des tours de table. Chacun parle à tour de rôle, parce que c'est autre chose, parce qu'à ce moment-là, chacun est une personne, et aussi digne que les autres, et donc, à ce moment-là, l'histoire du groupe ne rate pas l'existence de cette personne. En principe, les gens lèvent leur doigt. Voilà. C'est un tour de rôle. Oui, alors, justement, voilà, il y a 2 manières de garder une spontanéité quand même. Il y a les groupes avec direction, et il faut lever le doigt pour parler, et alors, seuls certains vont parler. Mais c'est peut-être aussi un choix. C'est mon choix en tout cas. Je suis animateur. Ça donne l'Église, les partis politiques, on sait ce que c'est. Je veux dire, vous voyez, bon. Soit on fait un groupe plus intime où les gens sont changés, et je pense qu'une technique de donner la parole au moins une première fois à chacun en tournant, selon une impartition quelconque, c'est bon parce que chacun ose exister devant les autres et se faire connaître des autres. Si vous étiez venu, parce que vous êtes venu un tout petit peu, c'est pas grave. Je suis venu aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le fait d'aujourd'hui, mais au début, j'ai rappelé qu'on a des mots de la fin. Et les mots de la fin, ça permet, plutôt que de les faire au début, je préfère qu'il y ait de la spontanéité au début. On peut faire des mots du début aussi, ça m'arrive de le faire. Mais je préfère garder pour la fin, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas eu l'occasion de parler, diront leurs mots à la fin. Et comme ça, il y a une spontanéité. Effectivement, je fais, en tant qu'animateur, je veille à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Et si quelqu'un est trop long, évidemment, je me permets de dire, bon, il faut conclure. Mais
la main levée, l'avantage c'est comme qu'il y a une spontanéité, puis en même temps, pour éviter la cacophonie. Parce que très vite dans un groupe, j'aime bien la spontanéité, mais voilà. En répondant comme vous répondez, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce que vous n'êtes pas le premier à dire que ça serait mieux de faire un tour de table. Mais après, c'est à chacun de choisir. Moi, je suis l'animateur, donc j'ai pris cette option. C'est pas une question de compréhension. Le faire à la fin, ça ne sert plus à rien. Ah bah, La c'est pas chose au est point de vue. jouée. C'est plutôt au début qu'il faut le faire. Bah, moi, je le fais à la fin. Voilà. Mais les gens, les gens ne s'écoutent pas, si. Les gens ne s'écoutent pas. Si chacun parle à son tour sans avoir quelque chose à dire par rapport à ce qui a été avant, on est dans une sorte de psychodrame comme ça, où on a l'impression que vous proposez que les gens comme ça puissent s'exprimer, parce que ça leur fait du bien de s'exprimer. C'est un petit peu primaire comme point de vue. Il y a un débat, il y a des choses qui se disent, les gens ont envie de réagir, ils se manifestent. Voilà. Et puis voilà, et ils réagissent les uns par rapport aux autres, ils n'ont pas simplement je laisse parler l'autre, et puis je laisse 5 minutes, et puis après moi je vais raconter mon truc, et puis l'autre racontera son truc. Moi je trouve que c'est pas du tout défendable comme point de vue. C'est artificiel, justement. Oui. C'est pour ça que j'ai instauré plutôt cette méthode. Et à la fin, bon, d'ailleurs même entre parenthèses, à la fin, ce qu'on entend c'est pas forcément très très intéressant non plus. Hein. Des gens qu'on force à parler pour dire quelque chose, c'est pas forcément génial. C'est la parole. Oui, c'est ça, mais en fait je veux dire... ouais, oui, enfin c'est pas la partie la plus intéressante du débat en général. Je suis bien d'accord. Voilà, je suggère qu'on ferme le débat Oui, sur le débat. on revient sur le débat. Voilà. Exactement. Voilà. L'affaire est close, voilà. Voilà. Alors Yves, justement, j'avais levé la main timidement là, tout à l'heure. Et oui, donc, moi j'ai bien aimé les deux interventions. Si je résume un petit peu, bon, Anicet là semble suggérer une sorte d'éveil à la réalité. Bon, toi de ton côté, tu sembles suggérer peut-être un espoir qu'on arrive à une vision plus globale justement de l'histoire qui mêlerait un petit peu une vision de progrès et une vision de cycle. Bon, très bien. Moi, je pense que une chose là où l'histoire risque de faire rater mon existence, et c'est un peu nietzschéen, je pense, c'est dans cette idée de se dire que l'histoire s'accélère, mais en même temps, elle nous place dans des situations de plus en plus mécanistes. On est dans des systèmes de plus en plus complexes, où on a de plus en plus petite place, quoi, quelque part. Et même, on le voit bien pour les jeunes, quand trouver une place dans la société devient assez difficile pour faire bac plus 7, 10, 12, etc. De plus en plus pour s'insérer dans un système comme ça de plus en plus complexe. Et puis même les conflits internationaux, personne n'y comprend rien, on a du mal à en sortir, malgré les grandes institutions. Et c'est ce côté-là que Nietzsche avait en parlant de miniaturisation. Et je trouve que c'est là le plus douloureux, où l'homme a du mal à s'épanouir. C'est difficile d'être un héros aujourd'hui. On peut peut-être l'être beaucoup plus du temps d'Alexandre le Grand ou quelque part dans une savane africaine où on pouvait triompher de quelques rhinocéros, je ne sais pas. Mais non, je ne veux pas être du tout... voilà. Non, c'est juste une image un peu amusante. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est la plus grosse difficulté actuelle pour trouver ça, que l'histoire est un peu un rouleau compresseur, en quelque sorte. Et c'est ce côté-là, moi, que je trouve, et je comprends Nietzsche d'un certain côté, c'est peut-être la source même de son angoisse et de sa fin tragique, peut-être, parce qu'il a peut-être énormément conscience de cette avancée d'un monde de plus en plus automatique, un petit peu. Voilà, où même les dirigeants sont des techniciens en fait, et puis il y a un manque d'envergure, quoi, et puis d'épanouissement. Alors bon, ça c'est une vision un petit peu pessimiste, heureusement peut-être par derrière, il y a des tas de façons de s'épanouir. Voilà. Juste un mot pour te répondre, Nietzsche effectivement est un opposant, il n'aime pas l'histoire, et que l'histoire elle peut être dangereuse parce qu'elle va justement nous fossiliser, on ne va pas assez voir l'avenir, on va se ressasser, on va se rassurer avec le passé. C'est un peu ce que dit aussi Todorov dans les abus de la mémoire, parce qu'on parle beaucoup de devoir de mémoire en ce moment, le 13 novembre, hein, on a une commémoration, c'est normal d'ailleurs, mais parfois ça peut être dangereux, trop de commémoration tue la commémoration, comme dit Todorov d'ailleurs, qui critique l'abus il est un peu nietzschéen, c'est un philosophe d'origine bulgare,
Et ils trouvent que finalement, à trop ressasser le passé, ou même à trop faire son mea culpa sur le passé, on oublie l'avenir, on oublie les problèmes présents, puis c'est idéologique aussi, hein, c'est la manière d'un pouvoir politique, finalement, de nous montrer que c'était pire avant, qu'on n'a pas à se plaindre, etc. Bon, c'est idéologique, évidemment, il s'agit de serrer les boulons, on va souvent diaboliser le passé, justement. Il suffit de prendre le Moyen-Âge, je vais prendre cet exemple. Hein. Le Goff, il a réhabilité le Moyen-Âge, un très grand historien qui est mort l'année dernière, Jacques Le Goff, d'origine bretonne, que j'avais d'ailleurs rencontré au salon du livre à Vannes, il y a 2 ans. Jacques Le Goff a réhabilité le Moyen-Âge. Et maintenant, d'ailleurs, les universitaires américains, internationaux sont d'accord avec lui pour dire que c'est pas l'âge sombre, qu'il n'y a pas que l'Inquisition, les croisades, etc., qu'il y a autre chose. Donc, c'est quand même un élan de spiritualité extraordinaire, les cathédrales, qui avaient plus de liberté qu'on le croit, y compris pour les femmes, etc. On a complètement diabolisé le Moyen-Âge. Hein. Ça, c'est l'idéologie robespierriste, hein, certaines révolutions françaises. Pas tous les révolutionnaires, hein, encore une fois. Certains révolutionnaires français ont diabolisé le Moyen-Âge. C'est un exemple de manipulation de l'histoire. Mais voilà. Alors, quand j'ai vu le sujet, là, c'est-à-dire l'opposition de la conception de l'histoire occidentale et orientale, je me suis rappelé d'un texte que j'avais lu chez un écrivain français que vous connaissez peut-être, qui est Jules Romain, oui, l'auteur des Hommes de votre volonté de Knock et Paul de Carotte. Copains. Non, pas Paul de... Non, Jules Romain, pas Jules Renard. Ah oui, quand même, oui. Jules Renard, c'est Dr. Knock. Alors, parce que... oui, j'avais cru Jules Renard. Non. On parle là d'une conception de l'histoire positive, mais en fait, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt un sujet de conflit, une sorte de foire d'empoigne. Je veux dire, ça mène plutôt à la guerre. On le voit d'ailleurs ce soir, hein. Et donc, c'est un peu tendu. Et donc, je vais vous lire, j'ai amené le texte là, parce que je vais vous lire. Alors, c'est un livre qui s'appelait Problèmes d'aujourd'hui, mais ça a été écrit en 1915. Donc, pendant la guerre. Après une année de guerre. Hein. Et voilà ce qu'il écrivait. Donc, Jules Romain. Jules Romain, voilà. Alors, je prends le passage principal. Où il parle justement sur la guerre qui est en cours. Hein. Et c'était plutôt adressé aux Américains, en somme. C'est-à-dire, il s'agissait de faire comprendre aux Américains l'état de l'Europe. Qu'il fallait qu'ils viennent nous aider d'ailleurs, parce qu'ils ont mis le temps après. Oui. Alors voilà, il écrit ceci. Et d'abord, comprenons bien la nature, le sombre génie de cette guerre. On la déclare essentiellement moderne. Moderne, certes, elle l'est dans ses procédés. On ajoute qu'elle l'est dans ses ressorts internes par ses causes. Les historiens systématiques n'auront pas de peine à montrer qu'elle a été le résultat inévitable des rivalités économiques. Elle est sortie de ce qu'il y a de plus moderne dans le monde matériel, de l'usine, du dock, du steamer. Elle en est sortie comme la fumée des grandes cheminées. Eh bien, je ne le crois pas. En dépit des apparences, et malgré certains éléments de vérité, une telle théorie peut contenir, cette guerre est anachronique. L'Europe de 1915 est en proie aux fantômes. De très vieux songes se sont emparés d'elle et l'ont dressée dans un délire de somnambule. Des songes dont plusieurs remontaient du fond des siècles. C'est une plaisanterie que de dire les ouvriers se battent pour conserver de hauts salaires menacés par la concurrence économique. C'est une mauvaise plaisanterie. Un homme ne quitte pas sa femme et ses enfants et ne va pas se faire trouer la peau pour éviter une hypothétique diminution de salaire de 25 pfennigs par jour. Et les grands brasseurs d'affaires, eux-mêmes, si dénués d'humanité qu'on les suppose, n'ont pas un intérêt évident à provoquer de tels cataclysmes. Ils savent trop bien que la guerre, c'est l'inconnu, que l'événement, une fois déclenché, ne se laisse pas maîtriser par personne et peut broyer ceux qui s'y attendent le moins. Non, de pareilles explosions ne sont pas le produit de la raison et du sang-froid calculateur. L'homme ne calcule pas si mal que cela.
Ne l'accusons pas gratuitement de stupidité. Mais si l'homme calcule bien, il ne calcule pas toujours, et une foule de ses actes n'ont rien à voir avec le raisonnement. Comme l'a dit non sans profondeur un penseur contemporain, l'homme est un être qui a la faculté de se concevoir autre qu'il n'est. À cette faculté, il doit quelques-unes de ses joies, mais beaucoup de ses pires mésaventures. L'Européen actuel ne se conçoit pas lui-même comme Européen. L'unité foncière et vivante de l'Europe est masquée à ses yeux par les fantômes dont nous parlions. Il se bat pour des ombres dont la rhétorique des gouvernants et de certains littérateurs a réussi à draper l'inconsistance. Je connais même de bons esprits qui jugent le mal sans remède. L'Europe, disent-ils, ne peut pas être sauvée. Nous le craignons depuis longtemps, mais cette guerre nous enlève tout espoir. L'Europe est condamnée par une fatalité interne. Elle porte en elle un vice du sang, une sorte de maladie honteuse qui lui interdit toute grande pensée d'avenir et dont les crises de plus en plus violentes, sans réussir à la détruire, l'amèneront peu à peu à une lamentable sénilité. Cette maladie, c'est l'histoire. Ah, ben c'est un des accents nietzschéens d'ailleurs. Hein. Comment? C'est un des accents tout à fait nietzschéens. Oui. Mais c'est un beau texte, effectivement. Ah oui. Jules Romain. Un beau texte, merci en tout cas. Ouais. Donc, il était un des... Dans quel ouvrage? C'est un ouvrage qui s'appelait Problème d'aujourd'hui à l'époque, qui a été écrit en 1915. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il cite ce texte? C'est toujours, actuel et voilà. Non, pour montrer que le culte de l'histoire est dangereux, voilà. qui peut nous rendre passéistes et qui va nous faire vieillir plus vite que... Voilà, c'est une sorte de décadence, comme dirait Nietzsche. Le culte de l'histoire mène à la décadence, quoi. Voilà, pour dire les choses rapidement. Alors, sinon, Toynbee, dont tu as parlé, et dont il était question, évidemment, pour moi, c'est ce qui est marquant chez lui, donc, justement, c'est qu'il voit les constantes. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Par exemple, il a trois idées principales, c'est-à-dire le retour de ce qu'il appelait Volkswanderung, c'est-à-dire les mouvements des peuples. De temps en temps, on a appris ça justement en histoire, les peuples de la mer, les invasions barbares, etc., les Mongols, tout ça, l'établissement d'États universels et de religions aussi universelles. Voilà, donc l'histoire tournait autour de ça selon les civilisations, et puis il y avait des civilisations qui disaient avorter. Tout à fait. Il disait par exemple un certain christianisme irlandais n'avait pas été jusqu'au bout de ça. Voilà, alors qui étudie l'histoire quand même de façon, la voie de façon cyclique, c'est quand même très intéressant, Toynbee. C'est passionnant. Je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, lisez La Grande Aventure de l'Humanité de Toynbee. C'est génial comme ouvrage. C'est un peu déconcertant parce que c'est pas une approche linéaire d'ailleurs, c'est un peu en randonnion, comme on dit, il y a des retours en arrière. C'est une manière d'écrire qui est assez orientale finalement, que je retrouve dans des ouvrages de maîtres asiatiques. Et puis il y a sa notion de défi qui est très importante. Oui, les défis. Voilà. Les défis. Challenge. Il y a bien quelque chose de cyclique, il y a des répétitions, mais c'est pour remettre les gens, on est souvent remis devant les responsabilités, et si on les assume, alors on va plus loin. Oui. Il y a une idée cyclique, mais avec une idée de responsabilité, quoi. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, on va quand même faire tourner. Alors, madame, justement. Moi, j'aimerais bien savoir qui écrit ces livres d'histoire qu'on va apprendre aux enfants. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui, en fait, ont décidé les guerres? Un mélange, qui passe après dans l'inconscient collectif. C'est peut-être l'élan premier. Après, ce sont des politique. agrégés d'histoire, des comités de l'éducation nationale, Oui, quand même, oui. Comme pour la philo, comme pour les autres matières. Hein, C'est politique. Mais c'est forcément un peu politique, bien sûr. Et voilà. Puisque c'est peut-être ça. Puisque c'est daté. Ce genre de lecture, on ne va pas la donner. Oui. Alors, Véronique, justement. Même syndiqué.
Alors on va écouter Véronique, oui. Je parle juste des manuels scolaires en général. D'accord, oui. Les manuels scolaires en général sont toujours datés. Et il y en a profusion et les dates se succèdent. Donc forcément, il y a des enjeux politiques. Et oui. La gare des Michards, c'est décrit. Parce que même les mensonges, à force En français, moi j'ai eu la gare des Michards, Ouais, mais je il les ai y a eu une gardés. époque où tout le monde avait ça. Mais c'était bien, j'aimais bien. Ouais. Bah, c'est- Ça a été décrit, mais moi j'aimais bien. Je trouvais c'était que bien. Et en face, c'était il y a mieux des que ce chasseurs qu'on fait sévérés. qu'on a aujourd'hui, je trouve. Moi je suis nostalgique un peu des livres d'un certain temps que j'ai eu. Je trouve que ce qu'ils ont maintenant est moins bien que ce que j'avais à l'époque. Et c'était plus libre à l'époque, j'ai l'impression. Donc la liberté d'expression a perdu du terrain, qu'il y a des choses, par exemple en philo, c'est ce que je trouve, bon, petite parenthèse, hein, mais il y a des thèmes, il y a des notions qu'on a éliminées, on ne parle plus de mort, d'amour, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur que les élèves se suicident, ou d'amour parce qu'on a peur qu'après ils aient des, je sais pas, des dépressions amoureuses, je sais pas, on a peur de tout, de violence, il n'y a plus le mot violence, on a éliminé tous les mots, le Dieu, alors, on a peur qu'il y ait du fanatisme, on a peur, on parle plus de Dieu, parler de religion sans parler de Dieu, ça n'a aucun sens, donc les programmes sont très mal fichus, quoi, et on les a appauvris, avant c'était mieux. Désolé, avant c'était mieux. C'était orienté, mais c'était... Orienté, mais c'était plus intéressant. Et là, ils sont mis de plus en plus, les élèves. De toute façon, le système éducatif français, il est en train de mourir, hein. Il est mort, effectivement. C'est pour ça que tout le monde nous bat. Pourtant, on travaille beaucoup, les enfants sont fatigués, mais il est décrié, et à juste titre. Hein. Pourtant, moi, je suis dans l'enseignement, mais pas dans le public. Hein. Et je trouve qu'effectivement, voilà, dans le privé, c'est quand même, il y a des choses plus intéressantes, moins plus de liberté, en tout cas, par rapport à des programmes, etc. Puis en plus, je trouve qu'à l'université, heureusement qu'à l'université, c'est beaucoup mieux. Il y a des profs beaucoup plus intéressants. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors le problème, c'est que oui, il faut faire quelque chose pour tout le monde. Mais ce qu'on fait pour tout le monde, c'est pas top. Ah ouais. Oui. Je vais revenir sur la question qui est là. Sur la question oui, et si l'histoire des torts n'aura pas d'existence. Parce que je ne vois pas bien non plus. Est-ce que vraiment c'est le thème dont on discute ou est-ce que c'est passé sur autre chose? Oui, il a raison. Est-ce que ça me... C'est complètement dérivé. Alors, parce que c'est... Oui, revenons là-dessus, effectivement. Attendez, allez-y, oui. Je veux dire pourquoi je pose cette question, parce qu'effectivement, il y a une histoire là-dedans, mais le mot important de la phrase, à mon sens, tel que c'est présenté, les clins d'œil que ça fait, c'est mon existence. Bon. C'est la question de... l'histoire, la grande, il y a un grand H, et puis l'existence du petit individu que je suis dans mon coin. Et alors, voilà, alors le regard, ça semble renverser quelque chose. Les petites gens, n'est-ce pas, regardent passer le train de l'histoire, les grands, comme ça, l'histoire avec un grand H, et eux ont le sentiment de ne pas exister, et là, tout d'un coup, on pose la question dans l'autre sens. Alors, bon, alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je propose, mais déjà, alors aussi, bon alors, tout le monde pourrait prendre la parole, mais j'interroge quand même Anicet, parce que c'est lui qui a lancé la question. Exactement, c'est sa question. Il ne traite pas son sujet, il ne traite pas sa question. Pardon? Il n'a pas traité son sujet, en fait. Oui, il a traité à sa façon. Initial, à sa façon, mais non, il ne l'a pas traité, il n'a pas traité son sujet. Oui, mais peu importe. Oui, mais là, je vais revenir là-dessus pour expliquer ce qu'il en pense, et puis j'invite aussi toutes les personnes. Chacun a sa vérité. Oui. Alors, c'est à lui, bien sûr, de répondre. Sans regarder de notes, s'il te plaît, tu nous parles sans regarder de notes. Sans regarder de notes, tu nous parles. Oui, bien sûr. Oui, je parle. Non, parce que tout à l'heure, tu regardais des notes, tu lisais. Ah, des notes. Oui. Oh non, je lisais ce mais que là, j'avais Pour les écrit. coups de Oui, non, mais là, tu parles. Je pense que je suis un particulier atome parmi les milliards d'atomes. Aujourd'hui, le mot « mon » symbolise l'humanité. Je ne parle pas de moi en tant qu'Okana. Je pense que le problème que moi, Okana, je suis en train de vivre aujourd'hui, il y a des milliards d'humains qui vivent les mêmes problèmes. Je ne suis pas le premier à être trompé par l'histoire. Aujourd'hui, si cette question, on dit que non, c'est Okana. Donc c'est comme si je viens vous raconter mon histoire comme les autres ont raconté leur histoire dans le Coran, dans la Bible et dans tout ce qui a fait l'histoire du monde. Je parle, c'est un coup de projecteur. Qu'est-ce qu'on nous a raconté dans le passé?
Et pourquoi sommes-nous dans une situation aussi désastreuse? C'est là la question. On parle aujourd'hui du Daesh. Daesh a eu une source. C'est quelque chose de l'histoire qu'on n'a pas voulu régler. Aujourd'hui, ceux qui sont tués dans... les sont morts, les gars qui sont tués à Bataclan. Ce pas des Congolais, ce pas des Noirs, c'est des Français. C'est une erreur de l'histoire, il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions que l'histoire qu'on nous a rapportée, ce qu'on nous a dit, on nous a trompés. Le monde est bâti sur le mensonge. Et tout ce que nous continuons à vivre, c'est le mensonge. Est-ce que si Dieu était amour tel qu'on nous le dit aujourd'hui, pourquoi encore dans les mêmes Corans, dans les mêmes Bibles, il y a encore des guerres? Alors qui a mis des versets de guerre dans la Bible ou dans le Coran? C'est un intérêt personnel. C'est l'interprétation. On a voulu cacher les meilleures choses. On a mis des choses au profit de qui veut continuer à coloniser le monde. Et le même mensonge continue jusqu'aujourd'hui. C'est notre histoire à nous tous. Qui aujourd'hui, il est question. C'est notre histoire à nous tous. Aujourd'hui, moi je parle de l'Afrique. Chez nous, on ne connaît pas les Daesh. Nous, on n'a jamais créé des religions. On n'a jamais créé d'idéologie politique. Nous, on ne connaît pas les attentats, en dehors de quelques conflits que l'Occident nous apporte, nous importe. Si l'Occident ne nous apportait pas le fusil et les guerres chez nous, aujourd'hui l'Afrique, on ne parlera pas de ces choses comme on parle aujourd'hui d'ici. Ce n'est pas l'Afrique qui a créé la première et la deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas l'Afrique qui a créé la bombe atomique. Ce n'est pas l'Afrique qui crée... Avant au Rwanda, ils se sont coupés avec des coupes-coupes. Il n'y a même pas besoin de fusil. Non, hein. Il ne s'agit pas le truc du coupe-coupe. C'est un génocide dont nous tous on sait d'où ça vient. C'était instrumentalisé, oui, par l'étranger. Il n'y avait pas de fusil. Maintenant, le grand problème ici, qu'est-ce que nous allons faire de notre humanité avec des lignes aussi ratées de l'histoire? Allons-nous continuer à être comme ça, à continuer à subir le martyre et à supporter le mensonge, ou nous allons commencer à éveiller une conscience pour essayer un peu de régler les choses? C'est ça la question. Nous sommes tous des ratés de l'histoire. On est des violents, on est stressés, on est ceci, on est cela. C'est des ratés de l'histoire. Personne n'est à l'abri de l'histoire. Donc, je voulais répondre à ta question. À mon avis, tu te places bizarrement face à la propre phrase que tu as émise. Parce que c'est très déséquilibré. Tu mets tout dans l'histoire et le monde existence, on ne le voit pas venir. Il y a quelque chose de très décalé dans sa démarche. Après, ça le regarde, c'est son interprétation de sa propre... même pas. non plus, je reconnais. Ça m'a étonné. T'es pas au diapason de ta phrase. Oui, je voudrais... Ah oui, alors... Je voudrais rebondir sur ce que dit... Comment s'appelle ce monsieur? Oui, Christian. Oui, vous savez qu'en anglais, on distingue story et history. Oui. En français, on ne distingue pas. Mais en réalité, ce que vous nous... Donc, si vous voulez, c'est... un anglais ne va jamais dire « my history ». Il va dire « my story ». Et vous êtes prisonnier de cette espèce de flou sémantique qui fait qu'on passe comme ça insensiblement, parce que c'est le même mot, de mon histoire qui m'arrive à moi à l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui donne le vertige dans votre exposé, c'est qu'en fin de compte, vous êtes complètement piégé par les difficultés de la langue française, parce que chaque langue a ses difficultés. Et là, dans une langue, il y a des choses qui sont claires et des choses qui ne sont pas claires. Il y a des mots qui n'ont... Bon, et là, en l'occurrence, il y a bien un mot qui est piégeant en français, c'est bien le mot « histoire ». Donc, alors là, effectivement, pour répondre à notre ami, effectivement, c'est vrai qu'il est complètement... Alors, je ne veux pas dire qu'il a sa façon de connaître la langue française, mais apparemment, moi, vous savez que je n'ai pas peur de dire les choses comme je le pense, mais apparemment, il a un regard sur la langue française qui est complètement surréaliste. Parce que sur ce plan-là, aucun Français n'aurait fait cette confusion. C'est-à-dire, il est évident que quand un Français raconte sa propre histoire, il ne va pas penser une seconde que c'est l'histoire de l'humanité. Or, lui, dans son système autodidacte, je suis désolé de le dire, quelque part, il y a une espèce de collusion sémantique et un saut sémantique absolument hallucinant. Alors j'abonde dans ce sens-là. Il parle d'Anissé, là. Oui, je ne parle pas de vous, je dis que... Oui, je ne sais même pas si on peut le faire sur Paul.
Moi, je crois qu'il est flagrant, d'autant plus que si on étudiait son texte qui est écrit, ce serait dommage, j'aimerais bien l'avoir sous les yeux, parce qu'on verrait à quel moment ça dérive, c'est-à-dire ça bascule. Il commence par nous parler de son histoire, et tout de suite, il va vers des grands problèmes de l'histoire de l'humanité, etc. Bon, alors ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas clair du tout. Donc là, il y a un problème de maturité. Bon, moi, je ne veux pas être méchant, mais il y a un problème de maturité par rapport au langage qui me sidère. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur d'autres questions de fond. Mais on n'a pas tort de parler de questions de forme. C'est vrai qu'il y a des causes qui, malheureusement, sont très banales. Bon. Alors, d'abord, premièrement, l'histoire, c'est aussi l'histoire des sciences. C'est aussi l'histoire de la philosophie. Et là aussi, on a l'impression, en écoutant Anicet, que le mot histoire ne renvoie qu'à l'histoire événementielle. À aucun moment, il n'a évoqué... Or, justement, quand on parle de l'histoire des grands génies, etc., c'est loin d'être uniquement, loin de là, l'histoire des hommes politiques uniquement. Donc là aussi, il y a une erreur, quelque part, au niveau de la classification. Le mot histoire en français, pour des gens qui sont un petit peu... qui sont peut-être passés un peu par l'université, ça ne se réduit en aucune façon à l'histoire événementielle. L'histoire des arts, l'histoire des sciences, l'histoire du droit, l'histoire de la philosophie, ça n'est pas l'histoire événementielle. Donc là encore, il y a encore un autre problème qui se pose, qui n'est pas géré, qui n'est pas bien géré. Sauf que là, je ferai l'avocat quand même, non pas du diable, mais d'un lycée. J'ai mis l'histoire avec un grand H. Mais justement. Un grand H, c'est l'histoire événementielle. Oui, mais alors comment se fait-il, comme dit notre ami, qu'en réalité, il nous invite, d'ailleurs, dans son... C'est intéressant qu'il ait écrit son texte, parce qu'on pourrait reprendre son texte. Il nous invite à un moment donné en disant « Je vais parler de mon histoire ». Et nous pourrions chacun parler de son histoire. Or, c'est pas du tout ce qui va se passer, et c'est pas du tout son développement. Donc, je crois que je serais très intéressé d'obtenir le texte de sa conférence pour l'analyser, le scruter, pour voir à un moment donné, ça débloque complètement. Bon. On verra avec lui après s'il peut. Bon, parce que ça m'intéresse beaucoup. Aussi, voilà. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a vraiment une espèce de hiatus. Voilà, il y a un hiatus. Bon, maintenant... Mais, ceci dit, moi j'ai une lecture, là c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur une lecture rationnelle, habituelle, où j'ai été un peu désarçonné, mais j'ai essayé d'avoir une lecture au second degré, un peu ésotérique justement, et là c'est peut-être très intéressant. C'est quelque chose d'un peu prophétique. Parce que honnêtement, mais en réalité, sacrés comme la Bible et mais tu as dit toi-même que tu étais surpris. Ça semble absurde a priori. Et à un deuxième temps, on va mieux comprendre parce que c'est quelque chose. Et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui, mais toi-même, tu as reconnu que tu as été surpris par son exposé. Ah oui. Donc c'est bien, ça veut bien ce que je veux dire. On a tous été surpris par l'exposé. Alors on était surpris. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, là encore, je ne vais pas être très gentil. En fin de compte, on a quelqu'un qui aurait très bien pu parler de son histoire. Et des problèmes comme moi, en tant qu'individu, etc. Et pourquoi il s'est lancé dans cette réflexion sur la philosophie de l'histoire? Il n'avait pas à le faire. Donc c'est simplement pour se donner de l'importance. Je veux dire que il se lance dans un sujet qui le dépasse complètement. Et d'ailleurs, c'est l'impression que j'ai eue. Il est complètement dépassé par le sujet qu'il a cru vouloir traiter, alors que ce n'était pas le sujet qu'il aurait dû traiter et sur lequel il avait été engagé à traiter. Donc là aussi, c'est assez pathétique, je dirais. Bon, alors maintenant, je voudrais faire un petit peu de point. Il y a trois... Oui, c'est ça. Je ne suis pas n'importe qui non plus, je suis historien en l'occurrence. D'accord. Bon, alors, je voudrais quand même répondre aux questions que pose Anicet. Et il y a un problème fondamental, c'est qu'il y a une histoire collective. La notion d'histoire collective, la plupart d'entre nous, nous sommes engagés dans une histoire collective. C'est-à-dire que nous n'existons pas individuellement. Nous existons parce que nous sommes dans un processus, dans un mouvement collectif. Et quand on veut, par exemple, faire l'histoire de quelque chose qui est de l'ordre du collectif, c'est très délicat, c'est une toute autre méthodologie. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire des individualités et des leaders, etc. Donc ça, c'est un concept qu'on a quand même en train de développer, n'est-ce pas? Il y a une histoire du collectif, une histoire du peuple, une histoire de la masse, et qui appartient à d'autres critères épistémologiques que l'histoire individuelle. Et là aussi, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Donc effectivement, en tant qu'individu, nous sommes, quand bien même nous serions des grands génies ou des grands... Nous sommes aussi engagés dans l'histoire collective, et nous le sommes d'abord en tant que tel, parce que notre identité, c'est déjà l'appartenance à un groupe. Et effectivement, ce qui fait la masse, par exemple, ce qui fait la force de certaines personnes, c'est pas qu'elles soient toutes seules, c'est qu'elles ne sont pas toutes seules, justement, qu'elles soient un ensemble de personnes qui vont dans le même sens, qui disent les mêmes choses.
Et là, effectivement, cette histoire collective, elle sacrifie l'individualité. Et inversement, il y a une histoire individuelle qui, elle, au contraire, déborde, dépasse le collectif. Et il y a cette espèce de guerre entre ces deux plans. Et effectivement, quand on est, mon cher Anissé, quand on est, la question qui se pose, c'est de savoir si je suis condamné, si on peut dire, à être dans le collectif, c'est-à-dire si je n'ai pas la dimension, si je n'ai qu'une dimension identitaire collective, ou si effectivement j'ai quelque chose en plus qui me permet, qui fera qu'on retiendra ma pensée. Et ce n'est pas la question du record des Guinness. Le rôle de l'historien, moi je suis désolé, je trouve qu'il a été énormément étalé, on a beaucoup tapé sur les historiens. Le rôle d'historien, d'abord, tout le monde n'est pas historien. Tout le monde n'est pas capable de dégager les grandes lignes et ceux qui ont marqué, etc. Donc ça, c'est déjà, encore une fois, là aussi, c'est le principe de Péter. C'est le principe de Péter. C'est-à-dire qu'on s'engage, encore une fois, sur un sujet pour lequel on n'est pas compétent. C'est-à-dire réfléchir sur le travail de l'historien, ben là non plus, ça n'est pas à sa portée. Donc il aborde tout tas de problèmes sur lesquels il n'est pas capable de traiter. Voilà, parce que ça va trop long. Alors juste avant de donner la parole à Sylvie, juste rapidement.